cité ce terme de data, de données plusieurs fois. Il y a même déjà plusieurs conférences qui avaient plus ou moins de manière proche ce thème hier et aujourd'hui. Il y en aura encore une juste après avec Olivier Tassel. Et là, on n'est que dans le microcosme SEO, mais évidemment, dans tous les autres métiers techniques, connectés, etc., on parle toujours de plus en plus depuis maintenant pas mal d'années de data. On génère des volumes de données énormes tous les jours. On a de plus en plus de données à notre disposition. On a plein d'outils qui nous donnent toujours davantage de données à utiliser. On a plein d'outils pour les analyser plus facilement également. Mais ce n'est pas forcément un sujet qui est si simple à aborder. Moi, j'ai la chance de m'y être intéressé assez rapidement et d'avoir du coup l'occasion de discuter assez régulièrement avec des confrères, avec des clients, etc., sur ce sujet de la data et de leur approche finalement de comment ils ressentent tout ça. Et globalement, j'ai souvent 3 cas de figure. Le premier, c'est souvent des gens qui ont expérimenté un petit peu des choses, qui ont mis en place des outils chez eux, qui me disent ah, c'est génial, on automatise, on va plus vite, on va plus loin, c'est top. Peut-être qu'il y a des gens comme ça parmi nous maintenant, tant mieux. Il y a également un deuxième cas de figure, c'est des gens qui sont enthousiastes, mais qui n'ont pas encore franchi le pas, qui ont besoin qu'on les guide un petit peu. Je vais particulièrement m'adresser aujourd'hui à ces personnes-là. Et puis, il y a également des gens qui sont un peu plus dubitatifs. On parle parfois de buzzwords, etc. Parfois, on abuse un petit peu de certains termes comme l'intelligence artificielle, la data science, etc. Il faut savoir les utiliser à bon escient. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Comme je l'ai dit, moi, mon approche aujourd'hui, ça va être d'essayer de vous montrer des exemples concrets pour franchir le pas vers la data SEO. Je me suis du coup fixé quelques objectifs en préparant cette conférence. Le premier, c'est des exemples concrets et simples, détaillés autant que possible. Alors évidemment, on n'a pas toute la journée pour discuter, mais je vais essayer de vous donner le plus de détails possible, et puis on pourra discuter par la suite. Je me suis également donné un petit défi personnel, en tout cas, qui était d'utiliser le moins possible de choses un peu compliquées. Alors j'ai parlé de code sur la slide, mais l'idée c'est aussi de pas forcément vous demander d'utiliser des outils complexes à prendre en main, etc., mais plutôt de cibler des choses que, a priori, la plupart d'entre vous utilisent déjà au quotidien ou alors pour prendre en main assez rapidement. Et le dernier gros objectif finalement pour moi, c'est aussi de vous proposer des choses qui vont vous permettre rapidement d'obtenir des résultats. Alors évidemment, on ne va pas aller dans des choses extrêmement poussées et détaillées, mais comme je le dis, c'est un premier pas. L'idée, c'est de vous montrer le chemin. Comment on va faire tout ça ? Eh bien, on va surtout parler de statistiques et de machine learning. Finalement, quand on parle de data, la plupart du temps, ça se limite à l'utilisation de méthodes statistiques qui existent depuis des années et qui peuvent faire un peu peur, mais qui finalement ne sont pas toujours si complexes que ça à prendre en main. On va voir 3 exemples ensemble aujourd'hui. Un premier exemple assez rapide sur de la prédiction. On va ensuite faire du clustering et puis on parlera ensuite de corrélation. Alors pour la prédiction, on va juste utiliser un truc très très simple qui s'appelle Google Spreadsheet. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Pourquoi j'ai utilisé Spreadsheet ? On va le voir tout de suite. Mais notamment parce que c'est un outil gratuit, c'est un tableur parmi plein d'autres. On pourrait faire la même chose avec plein d'autres outils, mais on va voir qu'il y a quelques petits intérêts quand même assez intéressants sur cet outil. Les idées fondatrices finalement des techniques qu'on va utiliser, c'est essayer de détecter des patterns, des suites d'événements qui se répètent dans de la donnée dont on dispose déjà, pour prévoir ce qui pourrait se passer dans le futur.
Cette philosophie, finalement, elle est à la base de beaucoup de techniques de data science et de machine learning. Vraiment, c'est la base de la plupart de ce que vous pourrez utiliser. Et particulièrement pour cet exemple de prédiction, on va utiliser les régressions linéaires. L'idée ici, elle est assez simple. Alors, vous avez dans la colonne centrale un export de Google Analytics sur le nombre d'utilisateurs par mois sur un site. C'est là un des intérêts notamment de Google Spreadsheet, c'est qu'il est très facile d'aller requêter de l'API Google Analytics pour obtenir ces données-là. Et puis dans la colonne de droite, on a à partir du mois d'octobre 2018, plutôt de novembre d'ailleurs, une prédiction de trafic. On a utilisé une fonction qui est intégrée directement à Google Spreadsheet. Je n'ai pas rajouté d'add-on, je n'ai rien rajouté. Mais avec cette fonction-là, je vais lui dire, calcule-moi le trafic que je suis supposé faire en novembre, puis en décembre, etc. etc. Ça nous donne, alors je ne sais pas si vous voyez tous, mais on a ici la courbe du trafic avec la fin en rouge qui est le trafic tel qu'on l'a prédit. A priori, ça a l'air plutôt réaliste. Bon, il se trouve que j'ai la chance d'avoir les vrais résultats qu'on a réalisés sur ce site et que les résultats sont assez éloignés finalement de cette prédiction. À ce stade, vous vous dites, mais alors pourquoi je vous montre tout ça, quoi. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a une prédiction qui était plutôt réaliste, notamment parce que on le voit qu'en novembre, on avait, sur les années précédentes, un gros creux suivi en décembre d'une remontée. Et ce que notre régression linéaire a fait, c'est exactement reproduire ce schéma-là. Il se trouve que, pour des raisons que je ne vais pas détailler ici, ce site il a fait beaucoup plus de trafic que prévu en novembre, puis en décembre de l'année dernière. Et donc notre prédiction, elle était assez éloignée des résultats qu'on aurait pu attendre. Ici, on ne va pas se plaindre, de toute façon, les résultats sont meilleurs que prévu. Bon, tout va bien. À quoi ça peut vous servir, ce genre de choses-là, qui vous prendrait à peine quelques minutes à mettre en place, même la première fois? Eh bien, ça peut vous servir à anticiper une saisonnalité, à prévoir les budgets dont vous avez besoin, à approvisionner vos stocks en fonction des variations de votre trafic, etc. Et c'est surtout des choses que vous pouvez reproduire sur plein d'autres types de données. Alors là, j'ai parlé d'utilisateurs, mais on pourrait parler de n'importe quelle autre donnée numérique finalement. Ça va jusque-là? Bon, alors on va passer au deuxième exemple, un petit peu plus poussé. On va parler de clustering de mots-clés. Alors je pense qu'on a, pour la plupart d'entre nous, en tout cas ici, une tâche qui est assez récurrente, qui est de faire, alors je ne sais pas si vous appelez ça des études de mots-clés, des études sémantiques, des analyses, etc. L'idée, ça va être de avoir une vision globale des termes importants de recherche sur la thématique d'un client, pour moi par exemple. Pour ça, je vais utiliser 3 outils. Un tableur, alors dans les slides suivantes, ce sera Excel, mais évidemment, ça marchera avec n'importe quel autre tableur. Un logiciel dont vous avez peut-être entendu parler ce matin, c'est Gephi. Et puis, un outil pour aller récupérer les résultats de Google. Alors, Gephi, petite parenthèse, c'est un logiciel open source et gratuit, qui sert à visualiser et à faire des traitements sur les graphes. Donc les graphes, c'est un objet mathématique. Alors je ne sais pas si la visualisation ici sur la droite est très visible, mais vous avez des nœuds, donc les ronds de couleur, qui sont reliés par des liens. Ce genre de structure-là, c'est typiquement un site web, par exemple. Donc je vous ai mis un lien vers un article de SEO Mix qui vous expliquera pas mal des bases de Gephi. Ils ont également fait une conférence ce matin, donc je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, mais n'hésitez pas à aller consulter les slides si ce n'est pas le cas. Vous verrez qu'on peut faire plein de choses avec Gephi. La première étape pour cette étude sémantique, finalement, c'est d'aller récupérer une liste de mots-clés. Plein de manières de faire ça. Un exemple parmi d'autres, si vous avez déjà un site existant sur la thématique, vous allez dans Google Search Console, dans l'outil qui va bien, qui n'est plus dans ma tête à l'heure actuelle. Vous faites un export et vous avez déjà une base. Après, libre à vous de
partir de ça, d'aller un peu plus loin. Un autre exemple, et quelque chose qui va vous permettre d'aller un peu plus loin, c'est d'aller regarder quels sont les concurrents qui sont positionnés avec plein d'outils. Alors, j'en ai cité ici 2 parce qu'ils font partie des sponsors du SEO Campus. Il y en a plein d'autres, mais tous ces outils-là qui vont aller requêter des millions de mots-clés et vous indiquer pour n'importe quel site du web les mots-clés sur lesquels ils sont présents. Moi, pour vous montrer un exemple aujourd'hui, j'ai choisi la thématique incroyable des chaussures et je suis allé regarder quels étaient les sites les plus visibles sur les chaussures aux États-Unis. J'ai récupéré les listes de mots-clés d'une dizaine de sites et après un petit peu de nettoyage, donc j'ai supprimé les termes les moins recherchés, les termes qui étaient le moins souvent présents entre différents sites. Et je me suis retrouvé avec une liste de à peu près 1850 mots-clés. Voilà. À ce stade, j'ai des mots-clés qui sont en vrac. Certains sont probablement très pertinents, d'autres beaucoup moins. Je vais avoir des marques, des noms de sites, etc. J'ai déjà une base de travail, mais je ne suis pas allé très loin et je ne vous ai encore pas vraiment montré de vrais secrets. On passe du coup à la deuxième étape. Je vais aller chercher les positions. Donc je vais aller scraper Google pour récupérer la liste de toutes les positions sur chacun des mots-clés que j'ai sélectionnés. Donc je tiens à remercier, je crois que Raphaël est là-bas, je tiens à remercier Autoritas qui m'a fourni les données en question pour cet exemple. Ici, on a tout simplement une première colonne avec la liste des mots-clés et pour chaque mot-clé, chacune des positions SEO qui a été trouvée et chacune des URL qui correspond. Jusque-là, je pense qu'on n'a toujours pas grand-chose de secret. Et on va du coup utiliser toutes ces données-là pour les préparer à l'injection dans Gephi. Donc là, je vais passer assez vite parce que ça a déjà été abordé ce matin. Tout simplement, on va préparer un premier, fichier avec la liste des mots-clés et des URL qu'on va appeler le fichier de nœud. Alors, il faut faire attention à la nomenclature des colonnes que vous allez mettre dans ce fichier. Et la petite astuce, finalement, c'est de donner un identifiant unique numérique à chacun des termes, donc à la fois les mots-clés et les URL, que vous allez utiliser. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. On a une colonne label avec d'abord les mots-clés puis les URL, et ensuite le volume de recherche et les ID. On passe au deuxième fichier, dans lequel on va simplement lister ce qu'on va appeler pour Gephi les liens. Ici, ça va correspondre au fait qu'une URL est visible sur un mot-clé. Si l'URL elle est visible sur un mot-clé, je vais dire qu'il y a un lien entre l'URL et le mot-clé, tout simplement. J'exporte tout ça en CSV. Voilà à quoi ça peut ressembler. Donc je vais juste exporter ici les 2 colonnes de droite, juste des listes d'ID, et puis je passe à la suite. À ce stade, je vais ouvrir Gephi, créer un nouveau projet, intégrer mes données dans le logiciel. Voilà, donc ça va assez vite. Et puis, à ce stade, déjà, on a quelque chose d'assez intéressant. Donc là, j'ai juste intégré les 2 fichiers qu'on vient de voir. J'ai appliqué une visualisation rapidement pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis, on voit qu'on a d'abord un amas un peu central de mots-clés et d'URL qui sont reliés. Donc ça, c'est des choses qui, a priori, sont déjà proches les unes des autres. Et puis, on a aussi une sorte de nébuleuse autour de plein de choses qui ne sont pas forcément reliées à d'autres, ou voire même totalement isolées. À cette étape-là, vous pouvez déjà détailler un petit peu ces termes et ces pages isolées pour regarder si elles font effectivement partie ou pas de la thématique qui vous intéresse. Et puis, pour aller un peu plus loin, et là on va vraiment parler de clustering, vous pouvez utiliser dans Gephi un algorithme qui est intégré directement. Donc là encore, à part le logiciel Gephi, rien d'autre à installer. Appliquer l'algorithme de modularité. Et puis rapidement, on va avoir la possibilité de ici colorer le graphe, c'est-à-dire que ici, tous les petits groupes de couleurs que vous voyez, ce sont des mots-clés qui a priori sont très très proches les uns des autres.
La logique, elle est assez simple, c'est qu'on se dit que si plusieurs URL apparaissent sur les mêmes requêtes, donc sur une liste de mots-clés communs, c'est que probablement ces mots-clés-là, ils sont très très proches. À ce stade, le travail il est fini. Il suffit d'exporter. Et puis, pour l'exemple, voilà quelques-uns des clusters qui ont été générés. Donc, vous pouvez voir qu'on a quand même des choses assez intéressantes. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque Clogs, par exemple, c'est une marque de mules. Donc, je ne suis pas un spécialiste des chaussures, mais du coup, a priori, le premier groupe sur la gauche, il a l'air plutôt réaliste, de même que les deux autres. Il faut quand même faire attention à quelques éléments à ce stade, c'est que on a parfois quelques problèmes. On peut obtenir des clusters un peu trop gros qu'il va falloir réussir à casser, entre guillemets. Et puis, on peut aussi être surpris parfois par des sujets qui peuvent apparaître mélangés. L'idée, c'est qu'il peut vous falloir quelques itérations avant d'obtenir vraiment des clusters vraiment détaillés. Mais dans tous les cas, ça vous donne déjà une très bonne base de travail pour ensuite aller détailler toutes les catégories de votre univers sémantique. Voilà pour ce deuxième exemple. Et puis on va passer au dernier exemple donc sur les coefficients de corrélation. Et là encore, on n'a pas besoin de beaucoup d'outils. Avec un simple tableur, vous allez pouvoir faire le travail. L'idée dans le calcul de corrélation, c'est quelque chose de très très simple en statistique. On va essayer de regarder si une variable A évolue, comment les autres variables d'un ensemble de données peuvent changer ou pas. Est-ce qu'il y a finalement un lien entre certains des indicateurs que je mesure? Pour faire ça, on peut utiliser plusieurs techniques. Une première qui est tout simplement de tracer un graphe avec en abscisse une première variable et puis en ordonnée une seconde. Et ici, si j'essaie de tracer une droite plus ou moins entre mes différents points, je vois qu'il y a probablement une corrélation entre le nombre de visites de Google Votes sur une page et puis le nombre de sessions que cette page va générer. Je pense que personne n'est choqué. C'est bon. Pour aller un peu plus loin et puis surtout pour pouvoir traiter un peu plus rapidement un ensemble un peu plus gros de données, on va utiliser un calcul de corrélation. C'est-à-dire qu'au lieu de générer plein de graphes différents, on va avoir une note finalement de la corrélation entre deux variables. Donc ce que je vais faire très très simplement, c'est que je vais calculer le rang de chaque valeur d'une variable par rapport au reste de toutes les autres valeurs de cette variable pour l'ensemble de mes items dans mon dataset. Donc, pour faire ça, dans Excel, il suffit d'utiliser la fonction rang, et là encore, dans n'importe quel autre tableur, vous aurez des fonctions équivalentes. Et puis, une fois que j'ai fait ces deux rangs, pour comparer mes deux valeurs, ici, les visites organiques et le nombre de mots sur la page, eh bien, il suffit que j'utilise la fonction coefficient corrélation, non pas entre les valeurs de mes variables, mais entre les valeurs de rang. Et j'obtiens du coup ce qu'on appelle le coefficient de Spearman, qui est une valeur entre -1 et 1, qui va m'indiquer à la fois la puissance, on va dire, de la corrélation entre mes deux variables, et également le sens de l'évolution. Typiquement, si j'ai une valeur qui est négative, ça veut dire que lorsqu'une des variables augmente, l'autre diminue, et inversement. En pratique, et pour vous montrer quelque chose d'un petit peu plus complexe, on peut quand même aller assez loin avec ce genre de techniques qui sont très très simples. Et notamment pour reprendre mon exemple de chaussures, on va essayer de regarder quels sont les critères de ranking finalement pour les fameux mots-clés que j'ai traités tout à l'heure. Donc je vais commencer par créer un dataset. Donc un ensemble de données, je vais essayer de rassembler un maximum de critères. Et le premier critère, c'est ce que j'ai déjà, c'est-à-dire les mots-clés, les positions et les URL qui m'ont été fournis tout à l'heure par Autoritas. Donc ça, je l'ai déjà, pas grand-chose d'autre à faire que de les mettre dans un peut-être nouveau classeur Excel. Je vais ensuite utiliser alors moi j'utilise un petit script Python que j'ai fait, c'est le seul exemple de code que vous trouverez dans cette présentation, mais vous pourriez utiliser
logiciels comme Screaming Frog, par exemple, pour faire exactement la même chose. Je vais aller chercher le titre des pages, le nombre de mots, le nombre d'images, le nombre de balises H1, etc. Je vais également commencer à calculer des indicateurs sémantiques. Le premier, qui est très très simple, c'est avec la fonction cherche dans Excel, je vais regarder si le mot-clé associé à mon URL, il est présent dans le domaine, dans l'URL, voire dans le title de la page. Et si c'est le cas, je vais créer une nouvelle colonne où je vais dire oui, c'est présent, non, c'est pas présent. Et puis je suis allé un petit peu plus loin, j'ai utilisé Your Text Guru, que la plupart d'entre vous connaissent, qui est un outil qui va analyser les termes importants pour se positionner sur une requête et puis nous fournir un score qui va nous dire si oui ou non le contenu de la page qu'on observe, il est optimisé pour cette requête. Pardon. Dernier élément important dans mon dataset, j'ai fait appel à Kevin de SEO Observer pour obtenir le nombre de liens, le nombre de domaines référents, le citation flow et le trust flow sur la liste des URL qui étaient présentes dans mon dataset. Donc à ce stade, j'ai pas forcément des données très 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 étalées, mais j'ai quand même les positions, j'ai quand même des données sur la sémantique, sur le contenu des pages, sur la popularité, etc. Je vais faire un petit peu de nettoyage, c'est-à-dire que je vais supprimer toutes les valeurs qui peuvent me paraître un petit peu incohérentes. Parfois, je vais aussi avoir des URL sur lesquelles je n'aurais pas trouvé de résultats, parce que c'est pas parce qu'une URL se positionne dans les résultats de Google qu'elle est effectivement disponible en ligne. Et puis parfois, j'ai aussi des valeurs qui ne sont pas numériques, qu'il va falloir transformer. L'idée, c'est d'obtenir des suites de valeurs numériques, justement, que je vais pouvoir classer facilement pour obtenir les rangs qu'on a vus dans les slides précédentes. Pour l'exemple qu'on a abordé tout à l'heure, donc j'étais parti d'un ensemble de 1800 mots-clés et de presque 10 000 URL. Et après nettoyage, j'ai supprimé finalement pas mal de choses et j'ai plus que 4319 ensemble mots-clés plus URL avec toutes les valeurs qui vont ensemble. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est pas très digeste. Mais on a dans chaque colonne les différents indicateurs qu'on vient de voir ensemble. À ce stade, je vais ignorer à la fois les valeurs non numériques, c'est-à-dire ici le mot-clé et puis l'URL de chaque ligne. Et puis également, j'ai choisi d'ignorer le volume de recherche parce que personnellement, j'estime que cette donnée-là, elle n'est pas très fiable. L'idée ici, c'est de vous montrer qu'il faut faire un petit peu le choix des indicateurs finalement que vous allez utiliser. Du coup, après cette suppression, il me reste au total 19 colonnes à comparer les unes aux autres. Comme on l'a vu tout à l'heure, je vais devoir calculer le rang de chacune des valeurs par rapport à toutes les autres. Donc je vais rajouter 19 colonnes de rang dans mon fichier Excel. Ça va relativement vite. Et puis très très rapidement, je vais pouvoir calculer des scores de corrélation entre les 19 KPI de mon dataset. Alors moi j'ai choisi de comparer la position avec les 18 autres KPI. Et voilà ce que j'ai obtenu, c'est-à-dire qu'ici on sait que les critères les plus importants, ils concernent a priori les liens entrants, c'est-à-dire le citation flow, on a le nombre de domaines référents. Ils concernent également la richesse et l'optimisation du contenu avec le nombre d'images, le nombre de H2 et les scores d'optimisation sémantique. Ce qui peut paraître ici un petit peu surprenant, c'est qu'on a plein de valeurs qui sont négatives. En fait, c'est assez logique. Je n'ai pas transformé mes positions, c'est-à-dire que si le nombre de domaines référents, par exemple, il augmente, ma position a tendance, en termes de valeur numérique, à baisser. Mais rappelez-vous que une position 10, c'est moins bien qu'une position 1. C'est pour ça que j'ai des valeurs négatives. Qu'est-ce qu'on peut se dire à ce stade ? A priori,
sur l'univers de la chaussure aux États-Unis, les critères qui sont importants, c'est de travailler le netlinking et la qualité de contenu. Il faut quand même faire un petit peu attention à ce genre de choses-là. Vous pourrez trouver très très facilement des exemples de calcul de critères de ranking qui vont beaucoup plus loin et qui seront beaucoup plus précis. Ici, c'est quelque chose d'assez simpliste. Et notamment, rappelez-vous que corrélation ne veut pas dire causalité. Il n'y a pas forcément un lien très très pertinent entre le nombre de films qui sortent au cinéma dans lesquels joue Nicolas Cage et puis le nombre de personnes qui se noient dans une piscine. Je vais rester pour l'instant sur cette slide-là. Pourquoi moi je fais ce genre de choses-là? C'est pas forcément pour indiquer à tel ou tel site que les critères qui sont les plus importants, c'est, comme on l'a vu, le netlinking ou le contenu. C'est aussi pour savoir comment je peux prioriser finalement mes recommandations en fonction d'une thématique. Ça peut être assez utile parce que je sais que j'aurai probablement un peu plus de chances d'obtenir des résultats ici si je fais du netlinking par rapport à une autre thématique où des critères peut-être un peu plus on-site, ils auraient plus d'importance. On a fini sur les exemples. Comme je l'ai dit, c'est des choses qui sont assez basiques, qui vont quand même vous permettre de faire des choses assez rapidement. Je pense que, alors peut-être pas demain, parce qu'on va profiter du samedi, mais dès lundi, quand vous retournerez au bureau, n'hésitez pas à travailler là-dessus. Et puis surtout, vous n'arrêtez pas à ces quelques exemples très très simplistes. N'hésitez pas à aller vous former. Aujourd'hui, on a une offre de formation, par exemple, dans la sphère francophone SEO qui est très très large, avec notamment pas mal de choses autour de la data, mais il y a aussi plein de bouquins très très bien écrits, il y a aussi plein de cours en ligne, il y a des conférences sur le sujet. C'est assez simple finalement d'apprendre des choses. Apprenez également à coder. Moi personnellement, alors je ne sais pas si on en a parlé hier lors de la table ronde SEO technique, mais je pense qu'une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie, c'est de me mettre à faire du code tous les jours. Ça m'a permis d'automatiser plein de choses, de gagner du temps au quotidien, d'aller plus loin, plus vite dans les analyses que je pouvais faire pour mes clients et du coup de garder des clients, d'aller en chercher des nouveaux et de leur proposer toujours des choses un peu plus poussées, un peu nouvelles par rapport à ce que j'étais capable de faire il y a quelques années. Et puis, dernier petit conseil, essayez de travailler également la manière dont vous faites voir vos données. C'est ce qu'on appelle la data vise dans le jargon. Typiquement, plus vos données elles vont être complexes, plus vous allez vouloir montrer des ensembles de données compliqués, et moins ça va être facile de les interpréter. Mais n'hésitez pas à aller vous inspirer finalement sur plein de sites qui listent des exemples de data visualisation pour trouver des choses qui peuvent de premier abord pas forcément concerner le monde du web, mais qui pourraient peut-être être utiles pour montrer telle ou telle chose. Ici, l'exemple que vous avez en arrière-plan, c'est quelque chose qui concerne l'ADN humain. C'est les liens entre les gènes disposés sur les différents chromosomes. C'est très très compliqué, moi j'ai rien compris, mais je peux me dire, tiens, peut-être que si je veux faire une visualisation sur les relations entre les pages sur un site, ce genre de choses-là, ça peut être intéressant. Pour ceux qui utilisent OnCrawl, par exemple, il y a des choses qui ressemblent à ça. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Merci.